6 juin 1944, à l'aube, quelque part au-dessus de la Manche, dans le ronronnement assourdissant des moteurs Merlin des bombardiers Lancaster. Le ciel est un manteau gris et tourmenté, zébré de traînées de condensation qui se dissolvent comme des fantômes dans la brume marine. Vous sentez l'air froid s'infiltrer par les fissures de la carlingue, chargé d'une odeur âcre de fuel et de sueur. À bord du King's Own, un Lancaster du 617e escadron de la RAF, le pilote, le capitaine Harold Harry Thompson, serre les commandes d'une main ferme, ses yeux plissés scrutant l'horizon invisible. À ses côtés, le navigateur, le lieutenant James Wilkins, est penché sur sa carte froissée, la lumière vacillante de la lampe rouge projetant des ombres dansantes sur son visage marqué par l'insomnie. « Wilkins, donne-moi le cap exact !» ordonne Thompson d'une voix rauque, couvrant à peine le hurlement des 4 moteurs. Le vent fouette les flancs de l'avion, et au loin, des éclairs sourds percent l'obscurité. Les premiers tirs de la DCA allemande peut-être, ou juste le tonnerre qui gronde comme un avertissement divin. L'équipage est tendu, 8 hommes entassés dans cet oiseau de métal, chacun conscient que cette nuit marque le début de l'opération Overlord, l'invasion qui pourrait renverser le cours de la guerre. Le bombardier, sergent Mick O'Brien, vérifie ses viseurs Norden, ses doigts tremblants sur les leviers des bombes de 4000 livres. « Tout est prêt, capitaine, mais ce brouillard, on n'y voit que dalle. » Wilkins hoche la tête, son crayon traçant une ligne précise sur la carte. Il est l'un des meilleurs navigateurs de l'escadron, un ancien employé de banque de Liverpool qui a troqué les chiffres des comptes pour ceux des coordonnées. Cap 147, altitude 15 000 pieds. Objectif, batterie côtière de Longues-sur-Mer, coordonnées 49°20 N, 0°56 W. On largue à 04h30 précise. Sa voix est calme, mais ses yeux trahissent l'angoisse. Une petite erreur ici, au-dessus de ces eaux impitoyables, et c'est la fin. Thompson ajuste les gaz, sentant la vibration remonter dans ses os. « Compris. Restez vigilants, les gars. Les Jerry nous attendent. » De l'autre côté de la Manche, sur les falaises normandes battues par les vagues écumantes, le major Erich von Kessler, commandant de la 352e division d'infanterie allemande, arpente le bunker de commandement creusé dans la roche calcaire. L'air est saturé d'humidité salée et de l'odeur de tabac bon marché. Il allume une énième cigarette, inhalant profondément pour chasser la fatigue. Ces hommes, une centaine de soldats du 21e régiment de grenadiers, sont déployés le long des positions fortifiées du mur de l'Atlantique, casemates en béton armé, canons de 155 mm K481F pointés vers la mer et fils de fer barbelés qui sifflent sous la pluie fine. « Où est ce rapport de la météo ?» grogne-t-il à son adjoint, le lieutenant Karl Heinz, un jeune berlinois aux joues pâles. Heinz tend un télégramme froissé, lu à la lueur d'une lampe à huile. Le brouillard persiste, Air Major. La marine signale une activité anormale au large, mais rien de confirmé. Nos radars Freya n'ont rien détecté pour l'instant. Kessler fronce les sourcils, jetant un œil à la carte murale où des punaises rouges marquent les points vulnérables. Il sait que Rommel a ordonné des renforts, mais ses propres unités sont étirées, mal approvisionnées en munitions et carburant. Un silence lourd s'installe, brisé seulement par le crépitement du radio qui capte des bribes de transmission codées. Maintenez l'alerte. Si les Anglais viennent, on les accueille avec nos 88 mm. Dans le Lancaster, la tension monte comme la pression barométrique. Vous imaginez le cœur battant de Thompson, ce pilote de 28 ans qui a déjà perdu 2 équipages sur les raids de nuit au-dessus de la Ruhr. « Contact radio avec la base !» annonce l'opérateur sans fil, le sergent Tommy Reilly, en ajustant son casque. Les ondes crachotent. King's Own, ici contrôle. Confirmé objectif. Longues-sur-Mer, pas de changement. Wilkins acquiesce, mais en relisant ses notes, un doute fugace le traverse. La carte, copiée à la hâte la veille au QG de Biggin Hill, montre une légère déviation. Est-ce 49°20 N ou 49°21 N?
Il secoue la tête, chassant l'idée. Une erreur de minute, c'est insignifiant sur 20 miles nautiques. Tout est bon, capitaine. On approche. Soudain, un bip strident retentit, alerte radar. « Bogey à 2 heures !» crie le mitrailleur arrière, le caporal Eddie Grant, ses yeux rivés sur le périscope. Des silhouettes sombres émergent du brouillard, des Messerschmitt Bf 109 du JG-2, les chasseurs de la Luftwaffe en patrouille nocturne. Thompson vire sec à gauche, les moteurs hurlant en pleine puissance. Éjectez les réservoirs auxiliaires. O'Brien, préparez les bombes. Les balles traçantes zèbrent le ciel, illuminant les vagues en contrebas comme des feux d'artifice mortels. Vous sentez le choc des obus anti-aériens qui secouent l'avion, un éclat de métal traversant la paroi et blessant Reilly à l'épaule. Du sang chaud coule sur le sol grillagé. Au sol, dans le bunker, Kessler bondit sur ses pieds en entendant les sirènes hurler. « Aviation ennemie, au canon !» Ces hommes se précipitent vers les batteries, pataugeant dans la boue des tranchées. Les projecteurs balaient la nuit, captant les ombres des Lancaster qui surgissent comme des spectres. Un premier avion est touché, une boule de feu qui s'écrase dans la mer avec un rugissement assourdissant. Kessler attrape le combiné du téléphone de campagne. À tous les postes, feu à volonté. Objectif prioritaire, les bombardiers lourds. Mais dans la confusion, un opérateur radio, un conscrit polonais réquisitionné, mal interprète un ordre codé. Au lieu de tenir position, il transmet « reploiement immédiat secteur Est ». Wilkins, dans le nez du Lancaster, calcule frénétiquement. Le brouillard s'épaissit et les coordonnées semblent floues sous la lumière rouge. « Largage dans 30 secondes !» crie-t-il. Thompson pousse l'avion en piqué, évitant de justesse un chasseur allemand qui passe en rase-motte. Les bombes tombent en cascade, des ombres noires filant vers le sol. Mais là, l'erreur, au lieu de frapper les canons de Longues-sur-Mer, elle dérive légèrement à l'est vers une zone non cartographiée, un dépôt de munitions alliées camouflé, par erreur indiqué comme allemand sur la carte défectueuse. L'explosion est cataclysmique. Une onde de choc balaie la côte, illuminant les falaises comme en plein jour. Au bunker, Kessler est projeté au sol, les vitres explosant en une pluie de verre. « Qu'est-ce que c'était ?» hurle Heinz, couvert de poussière. De l'autre côté, dans le Lancaster, Thompson tire sur les commandes pour s'éloigner. Mais le doute s'insinue. Ont-ils touché l'objectif? Wilkins fixe sa carte, le cœur serré. Une petite déviation, un chiffre mal lu, et maintenant, des flammes dévorent ce qui était censé être l'ennemi. Tandis que l'avion s'éloigne vers l'ouest, filant à travers la tempête de flaques, le major Kessler se relève, ordonnant un contre-ordre frénétique. Mais il est trop tard. Cette nuit marque non seulement le début de l'invasion, mais le point de départ d'une chaîne d'événements qui transformera une erreur mineure en un désastre aux proportions épiques. Les échos des explosions résonnent encore, promettant des révélations plus sombres à venir. Si vous aimez ces récits immersifs de la Seconde Guerre mondiale, abonnez-vous au canal pour ne rien manquer. Les flammes léchaient le ciel normand comme une bête affamée, projetant des ombres dansantes sur les falaises escarpées. Le major Erich von Kessler, encore étourdi par l'onde de choc, se redressa dans le bunker, le goût de la poussière et du sang sur les lèvres. Autour de lui, le chaos régnait, des débris de béton jonchaient le sol, et le lieutenant Karl Heinz, le front en sang, tentait de rétablir le contact radio. « Air Major, c'était énorme. Nos canons de Longues-sur-Mer sont intacts, mais ce feu, ce n'est pas normal !» hurla Heinz par-dessus le vacarme des sirènes qui ululaient comme des âmes en peine. Kessler attrapa le combiné du téléphone de campagne, ses doigts noirs de suie serrant le récepteur. L'explosion avait secoué toute la 352e division, faisant trembler les casemates renforcées du mur de l'Atlantique. À travers les fissures du bunker, il apercevait l'horizon illuminé, un cratère béant là où se trouvait ce qu'il croyait être un simple entrepôt abandonné, mais que les cartes allemandes, basées sur des renseignements obsolètes, signalaient comme un dépôt de ravitaillement ennemi. En réalité, c'était un stock allié de munitions pour les commandos français, parachutés la semaine précédente et camouflés sous des filets de filets.
L'erreur des Britanniques avait allumé une mèche invisible, et maintenant, des milliers de tonnes de TNT, de grenades et de phosphore détonnaient en chaîne, envoyant des éclats incandescents jusqu'aux positions allemandes. « Rapportez-moi la situation », aboya Kessler à son ordonnance, un caporal du 21e régiment de grenadiers qui rampait pour éviter les chutes de roches. Dehors, ces hommes, des vétérans las de la Wehrmacht mélangés à des recrues du Reichsarbeitsdienst, se terraient dans les tranchées boueuses, les fusils Mauser Kar 98K à l'épaule, les yeux écarquillés par la lueur orangée. Le sergent Hans Müller, un Bavarois trapu commandant une section de mitrailleuses MG-42, protégeait ses oreilles du grondement incessant. « C'est l'invasion! Les Tommy larguent tout !» cria-t-il à ses camarades, qui chargeaient frénétiquement les chargeurs, ignorant que l'explosion provenait de leur propre flanc est, ravagé par le tir ami. Vous sentez la chaleur irradiée à travers les parois du bunker, comme si le diable lui-même exhalait son souffle sur la Normandie. Kessler, un Prussien de 42 ans, marqué par les campagnes de Pologne et de France, refusait de céder à la panique. Il avait vu trop de batailles pour croire à une défaite immédiate. Mais cette nuit du 6 juin 1944, tout semblait conspirer contre lui. Rommel, le renard du désert, avait insisté sur la vigilance côtière, déployant des divisions comme la 21e Panzer en réserve, mais les ordres de Berlin, dictés par Hitler en personne, immobilisaient les blindés jusqu'à confirmation d'assaut. Et maintenant, ce chaos. L'explosion avait non seulement détruit un atout allié caché, mais elle masquait aussi l'approche réelle des flottes d'invasion, dont les silhouettes fantomatiques glissaient sous le brouillard au large d'Omaha Beach. Dans le Lancaster, King's Own, filant à pleine vitesse vers l'ouest, le capitaine Harold Thompson essuyait la sueur de son front, les commandes tremblant sous ses mains gantées. L'avion avait échappé de justesse au BF-109, mais l'odeur âcre de la poudre et du sang imprégnait l'habitacle. Le sergent Tommy Reilly, l'opérateur radio blessé, gémissait en pressant un bandage sur son épaule, du sang gouttant sur les cartes éparpillées. « Capitaine, on a touché quelque chose de gros. Les flammes étaient partout, » murmura le lieutenant James Wilkins, le navigateur, son visage blême sous la lumière rouge. Il relisait frénétiquement sa carte, le doute le rongeant comme un acide. Les coordonnées, 49°20N, 0°56CW. Où était-ce 49°21N? Une minute d'arc, à peine 85 km. Une broutille, normalement. Mais dans ce brouillard, avec les instruments du Lancaster Mk3 qui déraillaient sous les vibrations, cela avait suffi à dévier les bombes de 4000 livres vers ce dépôt maudit. Base, ici King's Own. Objectif présumé touché. Retour à Biggin Hill, transmis Riley d'une voix hachée, les ondes crachotant au milieu des interférences. À terre, au quartier général allié de Southwick House, près de Portsmouth, le général Dwight D. Eisenhower, commandant suprême des forces expéditionnaires alliées, arpentait la carte géante illuminée par des lampes tamisées. L'explosion, captée par les radars côtiers britanniques, était rapportée comme un succès, batterie de longue neutralisée. Personne ne savait encore que cette victoire avait anéanti un stock vital de munitions pour les troupes aéroportées de la 82e division US, larguée plus tôt cette nuit-là près de Sainte-Mère-Église. Des parachutistes américains, déjà aux prises avec les éclaireurs allemands, se retrouvaient sans renforts explosifs, leurs grenades Mills et bazookas en nombre insuffisant. De retour sur la côte, la confusion s'amplifiait. L'opérateur radio polonais, Jean Kowalski, un prisonnier forcé de servir dans la Wehrmacht, avait mal décodé l'ordre de Kessler. Au lieu de « halten position », tenir position, il avait émis « sofortige Rückzug secteur Ost », repliement immédiat secteur Est, une phrase codée qui se propagea comme une traînée de poudre via les postes radio Enigma. Dans les tranchées, Müller et ses hommes reçurent le message. « Repli vers l'Est, évacuez les positions côtières ». Paniqués par l'explosion qui illuminait le ciel, une trentaine de soldats du 21e régiment abandonnèrent leur nid de mitrailleuses, pataugeant dans les flaques d'eau salée,
leur sac à dos alourdi par les chargeurs de 7,92 mm. Kessler, apprenant la bévue par un coursier essoufflé, jura en allemand « Idiot, contre-ordre, revenez au poste ». Mais le mal était fait. Une brèche s'ouvrait dans le mur de l'Atlantique, juste au moment où les premières barges de la première division US accostaient sur les plages, sous le feu des rares canons restants. Wilkins, dans le Lancaster, fixait l'horizon sombre, le ronronnement des moteurs Merlin, un baume précaire contre l'angoisse. On a peut-être sauvé des vies sur la plage, se convainquit-il, ignorant que son erreur avait semé le chaos des deux côtés. Thompson, virant pour éviter un cumulus chargé de pluie, jeta un œil à son équipage. O'Brien, le bombardier, nettoyait ses viseurs. Grant, le mitrailleur, rechargeait ses Browning 303. « On rentre, les gars, mission accomplie », dit-il d'une voix ferme, mais au fond de lui, une ombre planait. Les flammes derrière eux ne s'estompaient pas. Au contraire, elles attiraient les projecteurs ennemis, signalant aux Allemands une cible parfaite. Au sol, Kessler ralliait ses forces, ordonnant aux servants des canons de 90 mm PAC 43 de pivoter vers la mer. Mais le repliement erroné avait exposé un flanc vulnérable. Des parachutistes britanniques de la 6e division aéroportée, largués près de la batterie de Merville, profitèrent de la confusion pour s'infiltrer, leurs Sten Guns crachotant dans la nuit. Heinz, bandant sa plaie, murmura à Kessler « Air Major, si c'est l'invasion, nos réserves Panzer sont trop loin. » Kessler alluma une nouvelle cigarette, inhalant profondément. L'erreur d'un navigateur britannique et d'un opérateur polonais avait allumé une étincelle. Maintenant, elle menaçait d'embraser toute la côte. Et tandis que les premières vagues alliées touchaient le sable ensanglanté, un nouveau grondement se fit entendre. Les moteurs des P-51 Mustang, qui arrivaient en renfort aérien, prêts à exploiter la faille. Le désastre ne faisait que commencer, ses ramifications s'étendant comme des racines dans la boue normande. Les vagues se fracassaient contre les obstacles en acier hérissés sur la plage d'Omaha, leurs écumes blanches se mêlant au sang qui déjà tachait le sable gris. Il était 06h30, le 6 juin 1944, et les premières barges de la première division d'infanterie américaine, la fameuse Big Red One, déchargeaient leurs hommes sous un déluge de feu. Vous entendez le hurlement des obus de 105 mm des destroyers USS McCook et USS Carmick qui labourent les falaises, couvrant les cris des soldats trempés jusqu'aux os, leurs sacs imperméables alourdis par les fusils M1 Garand et les chargeurs bandoulières. Le sergent-chef John Reilly, un Irlandais-américain de Brooklyn, sauta le premier de la rampe de la LCA 668, l'eau glacée de la Manche lui montant jusqu'à la poitrine. « Avancez, bon Dieu, couvrez les flancs !» beugla-t-il à ses hommes de la compagnie E, 16e régiment, qui pataugeait vers les dunes, les balles des MG-42 allemandes sifflant comme des frelons enragés. Mais ce matin-là, quelque chose clochait dans le chaos habituel. Reilly, un vétéran de Sicile aux cicatrices encore vives, remarqua immédiatement l'absence de feu nourri sur le secteur est de la plage. Les casemates du WN-62, ces bunkers bétonnés armés de canons de 80 mm et de mitrailleuses, restaient muets, non pas détruits par les bombardiers navals, mais abandonnés. Les Allemands, guidés par cet ordre radio erroné émis par Jean Kowalski, avaient replié leur section du 21e régiment de grenadiers vers l'intérieur des terres, croyant à un assaut massif sur leurs flancs. Une brèche de 500 mètres s'était ouverte, comme une plaie béante dans le mur de l'Atlantique, permettant aux Rangers du 2e bataillon, menés par le lieutenant-colonel James Rudder, d'escalader les falaises de Pointe-du-Hoc sans la résistance escomptée. « C'est trop facile. Où sont les salauds ?» grogna Reilly en rampant vers un cratère d'obus, son Thompson, 45 mitraillettes serrées contre lui, l'odeur de cordite et d'iode saturant l'air salin. De l'autre côté, dans les collines surplombant la côte, le major Erich von Kessler galopait sur une motocyclette BMW R75 Sidecar, escorté par 2 soldats en sidecar armés de MP-40 Schmeisser.
Le vent fouettait son manteau feldgros, portant jusqu'à lui les échos des explosions et des tirs de mitrailleuses. Il avait enfin reçu le contre-ordre, mais trop tard. Une compagnie entière, une quarantaine d'hommes, sous les ordres du sergent Hans Müller, s'étaient égarés dans les bocages normands, leur camion Opel Blitz embourbé dans la boue des chemins creux. « Accélérez! Ralliez le secteur et avant que les Yankees ne percent !» cria Kessler à son chauffeur, un jeune conscrit du Volkssturm nommé Fritz Lang, qui poussait le moteur à fond, les pneus crissant sur les graviers mouillés. Au loin, les flammes du dépôt de munitions alliées, ce stock vital de grenades et de bazookas pour les parachutistes de la 101e division aéroportée, continuaient de brûler, illuminant les silhouettes des Sherman DD qui émergeaient des vagues, leurs chenilles fouillant le sable. Kessler sauta de la moto près d'un poste de commandement improvisé, une ferme réquisitionnée près d'Arromanches. Le lieutenant Karl Heinz, le bras en écharpe, l'accueillit avec une carte froissée sous la lueur d'une lanterne à acétylène. Air Major, les rapports des guetteurs. Les Américains avancent plus vite que prévu sur Omaha. Nos positions du WN 60 et 61 tiennent, mais le repliement a laissé un vide. Et ce feu. Il a attiré les éclaireurs ennemis comme des mouches. Kessler frappa du poing sur la table en bois, faisant trembler les verres de schnapps vides. Il visualisait la carte mentale. L'erreur du Lancaster britannique avait non seulement détruit un atout allié, mais son éclat avait masqué l'approche des barges et le message radio déformé avait dispersé ses forces. Rommel avait prévenu. Toute faille sur la côte pouvait coûter la Normandie. Maintenant, les blindés de la 21e Panzerdivision, stationnés à Caen, attendaient un ordre de Hitler qui ne venait pas. Le Führer dormait encore, ignorant le débarquement grâce aux interférences radio alliées. Sur la plage, Reilly et ses hommes profitaient de la brèche. Ils avaient escaladé les dunes sans perte majeure, surprenant un nid de mitrailleuses abandonné avec ses chargeurs de 250 cartouches intactes. « Prenez ça, c'est du butin !» ordonna Reilly en ramassant une MG-42. Ses hommes, des gamins du Midwest aux yeux écarquillés, pillant les caisses de munitions, 92 000. Mais la joie fut de courte durée. Au loin, un grondement sourd, des Halftrack des KFZ 251 allemands, alertés par des patrouilles de la 352e division, convergeaient depuis l'est, leurs mitrailleuses lourdes pivotant vers la plage. Les obus de 75 mm des PAC 40 labourèrent le sable, projetant des gerbes d'éclats qui fauchèrent une section entière de la compagnie F. Reilly se jeta à terre, sentant la vibration des impacts remonter dans ses os. « Reculez, ils nous prennent à revers !» hurla-t-il, tandis que les balles traçantes zébraient l'air, illuminant les parachutes dérivant des renforts aéroportés qui atterrissaient en désordre. Dans le ciel, les P-51 Mustang de l'USAAF, les Red Tails du 330e Fighter Group filaient bas au-dessus des vagues, leurs moteurs Packard V-650 rugissant comme des lions. Le capitaine Benjamin O. Davis Jr., commandant l'escadrille, repéra la brèche depuis son cockpit. Objectif prioritaire. Soutien au sol sur Omaha et feu libre sur les blindés. Les mitrailleuses de 12,7 mm des Mustangs crépitèrent, criblant les half-tracks allemands de plomb. Mais l'explosion initiale avait révélé des positions. Un canon de 105 mm Longline Caliber, caché dans un vallon, crachait son venin, forçant les avions à virer pour éviter les tirs de Flak 37. Vous imaginez le cœur de Davis battant la chamade, les G-forces plaquant son corps contre le siège, l'odeur de glycol brûlé filtrant dans le masque à oxygène. Kessler, au poste de commandement, attrapa le combiné du réseau de télécommunications Feldfunk. À tous les unités, reformez les lignes. Müller, revenez au front où je vous fais fusiller pour désertion. Mais Müller, perdu dans les haies épaisses des bocages, luttait contre un moteur calé, ses hommes épuisés, jetant des regards nerveux vers le ciel où des C-47 larguaient des planeurs Waco CG-4A de la 92e division.
L'un d'eux s'écrasa près d'eux, déversant des jeeps Willis et des canons anti-chars de 57 mm. Des renforts alliés qui, sans munitions du dépôt détruit, devaient improviser avec des explosifs artisanaux. Un tir mal ajusté toucha un réservoir de carburant et une nouvelle explosion illumina la nuit, propageant la panique. Heinz, pâle comme un linceul, murmura « Si les Panzers n'arrivent pas, on perd la côte d'ici midi ». Kessler hocha la tête, allumant une cigarette avec des mains tremblantes. L'erreur d'un navigateur britannique et d'un opérateur polonais avait créé une domino. La brèche permettait aux Alliés d'avancer, mais exposait aussi leurs flancs à des contre-attaques imprévues. Sur Omaha, Reilly rampait vers l'intérieur, ignorant que des éclaireurs allemands, revenus de leur repliement forcé, tendaient une embuscade dans les ruines d'un village côtier. Les premiers chars Sherman gravissaient les pentes, mais un piège de mine Tellermine 42 les attendait, semé par les rescapés de Müller. Le désastre s'amplifiait, ses tentacules s'enfonçant plus profond dans la Normandie, où chaque minute volée aux Allemands coûtait des vies des deux côtés, et où un simple contre-ordre pourrait encore inverser la marée ou l'aggraver. Les obus sifflaient au-dessus des dunes, comme des serpents enragés, labourant le sable d'Omaha Beach, où les corps des premiers assaillants américains gisaient déjà, inertes sous le ciel plombé. Il était 07h45, le 6 juin 1944, et le sergent-chef John Reilly, le souffle court, rampait derrière un hérisson de Tchèque, ses obstacles en acier rouillés par la mer, pour éviter les rafales d'une MG-42 qui crachotait depuis un bunker camouflé de filets de camouflage. L'air était chargé d'une puanteur âcre de poudre brûlée, de sel et de vomi. Ces hommes de la compagnie E, 16e régiment, haletaient à ses côtés, leurs casques M1 cabossés couverts de boue normande. « Flanchez à gauche! Couvrez-moi » grogna Reilly, son Thompson, 45 serré comme un talisman, sentant la vibration des impacts faire trembler le sol sous ses genoux écorchés. La brèche créée par le repliement erroné des Allemands avait permis une avancée fulgurante au début, mais maintenant, les rescapés du sergent Hans Müller revenaient en force, leurs silhouettes fantomatiques émergeant des haies épaisses des bocages. Müller, un colosse bavarois au visage buriné par des années de fronts orientaux, avait enfin rallié une vingtaine de ses grenadiers près d'un chemin creux, leur camion Opel Blitz garé en hâte sous les chênes centenaires. « Reformez la ligne, pour le Führer et l'Allemagne !» beugla-t-il, chargeant un chargeur frais dans son MP40, ignorant la panique qui avait failli les faire fuir jusqu'à Bayeux. Ces hommes, un mélange de vétérans endurcis et de gamins du Reichskommissariat, pointaient à leur car 88K vers la plage, les balles traçantes illuminant la brume matinale, comme des lucioles mortelles. L'explosion du dépôt allié, encore fumante à l'est, avait servi de phare involontaire, attirant les renforts de la 350e division qui convergeait depuis Vierville-sur-Mer. Vous sentez la sueur couler le long de votre nuque, le cœur cognant comme un tambour de guerre, tandis que Reilly ordonne à son caporal, un Texan nommé Billy Hayes, de lancer une grenade Mills vers le bunker. L'explosion déchire l'air, projetant des éclats de béton et des cris en allemand, mais un contre-tir fauche Hayes net, son corps s'effondrant dans une mare rouge. « Merde! Avancez ou crevez ici !» hurle Reilly, se relevant pour sprinter vers une dune, où un char Sherman M4A1 de la 741e compagnie de chars émergeait enfin des vagues, ses chenilles broyant les pieux anti-chars. Le tank commandeur, le lieutenant Frank Walsh, pivote sa tourelle, le canon de 75 mm crachant un obus qui pulvérise un Half-Track SDKFZ, 251 allemand, envoyant des flammes lécher les flancs du véhicule. Mais sans les munitions du dépôt détruit, ces bazookas M11 et grenades thermites destinées aux antichars, les fantassins, comme Reilly, devaient compter sur des cocktails Molotov improvisés, des bouteilles d'essence volées aux barges qui peinaient à enflammer les blindés ennemis. À plusieurs kilomètres à l'intérieur, dans la ferme réquisitionnée servant de poste de commandement, le major Erich von Kessler serrait les accoudoirs d'une chaise en bois brut, écoutant les rapports crachotants du radio Feldfunk. Le lieutenant Karl Heinz, le bras toujours en écharpe, traduisait les messages codés avec une mine grave.
Air Major, la 21e Panzer est en mouvement depuis quand? Mais l'ordre de Berlin tarde. Hitler exige confirmation totale avant engagement. Et nos éclaireurs signalent des planeurs alliés près de Iswil. La 101e aéroportée s'infiltre. Kessler frappe à la table, renversant une tasse de café froid. Ses yeux, rougis par la fumée des cigarettes, et fixaient la carte où des punaises bleues marquaient les avancées américaines. La brèche d'Omaha s'élargissait, permettant aux Rangers de Röder de hisser leurs étriers sur les falaises de pointe du Hoc, leurs carabines MA1 pliables crachotant contre les rares sentinelles allemandes. L'erreur initiale, ce largage de bombes dévié par un navigateur britannique fatigué, avait allumé une mèche. Le message radio déformé par Jan Kowalski l'avait propagé, et maintenant, les conséquences enflammaient le front entier. Kessler se leva, enfilant son casque Stahlhelm cabossé, et ordonna à un ordonnance « Préparez la Kübelwagen, je vais au front Est moi-même ». La petite Jeep Volkswagen, avec son moteur boxeur bourdonnant, fila sur les routes étroites bordées de pommiers en fleurs, évitant les cratères d'obus des B-26 maraudeurs qui martelaient les arrière-lignes. Au passage, Kessler croisa une colonne de soldats polonais réquisitionnés, comme Kowalski, qui marchaient tête basse, leurs uniformes feldgros trop grands flottant sur leurs épaules maigres. L'opérateur radio, rongé par la culpabilité, serrait son poste portable BC 611, se demandant si sa bévue, un mot mal orthographié dans le code Enigma, avait scellé le sort de la côte. J'ai cru entendre Rückzug, Herr Leutnant, balbutia-t-il plutôt à Heinz, mais les excuses ne comptaient plus face aux canons de 155 mm français capturés qui tonnaient depuis les falaises intactes. Sur le Lancaster King Zone, atterrissant en urgence à la base de Biggin Hill sous une pluie battante, le capitaine Harold Thompson coupa les moteurs Merlin, le silence assourdissant contrastant avec le chaos récent. L'équipage, épuisé, descendit par l'écoutille, le sergent Tommy Riley porté par 2 mécanos, son épaule pansée à la va-vite. Dans la salle de débriefing, éclairée par des ampoules nues, le lieutenant James Wilkins affronta le regard perçant du commandant d'escadron, un barbu écossais nommé Wing Commander Alec Harris. « Rapportez, Wilkins. Les batteries de longue sont neutralisées ?» demanda Harris, un crayon en main sur une carte fraîche. Wilkins hésita, la carte froissée dans sa poche, comme un poids mort. « Presque, sœur. Impact confirmé par les flammes. » Mais les coordonnées. Il y avait ce doute sur la minute d'arc. Thompson, à ses côtés, posa une main sur son épaule. « On a fait ce qu'on pouvait dans ce brouillard, sœur. » Mais au fond, Wilkins sentait l'angoisse le ronger. Des rapports radio signalaient déjà des avancées faciles sur Omaha, mais aussi des parachutistes américains à court de munitions explosives, larguant leurs charges inutiles près de Sainte-Mère-Église. De retour sur la plage, Reilly et ses survivants, une quinzaine d'hommes sur les 40 du matin, atteignirent les abords d'un village côtier, Vierville, où les maisons en pierre normande fumaient sous les tirs d'artillerie navale. Ils surprirent un groupe d'Allemands en train de reformer une barricade avec des sacs de sable et des canons antichars, PAC 40 de 75 mm. « Feu !» cria Reilly, son Thompson aboyant une rafale qui faucha 2 grenadiers, mais Müller, tapi derrière un mur, riposta avec sa MG42, le canon surchauffé crachotant 1200 coups par minute. Une balle effleura l'oreille de Reilly, du sang chaud coulant sur son cou. « Grenade ! Balancez tout !» Les Américains lancèrent leurs dernières MK2 Pineapple, les explosions projetant des corps dans les airs. Mais les Allemands tenaient bon, leur contre-attaque forçant Reilly à se replier vers les dunes où un destroyer USS Harding bombardait aveuglément, risquant des tirs amis. Kessler arriva sur les lieux en Kübelwagen, sauta au sol et rallia Müller d'un geste autoritaire. « Stabilisez cette ligne, les Panzers arrivent d'ici 1 heure. » Mais Müller, essuyant la sueur de son front, secoua la tête. « Air Major, nos munitions s'épuisent, et ces diables d'Américains. Ils percent comme si le diable les portait. » Kessler hocha la tête.
visualisant l'horizon où des Douglas C-47 larguaient des renforts aéroportés, leurs parachutes blancs comme des nuages dans la tempête. L'erreur chaînée avait donné aux Alliés un pied en Normandie, mais elle exposait aussi leur ligne à une contre-offensive allemande imprévue. Des unités de la 12e SS Panzer Division, alertées par les flammes, roulaient depuis l'Est. L'artillerie grondant dans les bocages, Heinz, suivant en moto, transmit un message urgent. « Contact avec Rommel, renfort en route, mais si Omaha tombe, c'est la fin du mur. » Tandis que le soleil perçait timidement la brume, illuminant les épaves fumantes sur la plage, Reilly, adossé à un obstacle hérissé, rechargea son arme avec des mains tremblantes. La brèche qu'ils avaient exploitée sauvait des vies, mais le chaos qu'elle engendrait, ces contre-attaques féroces, nées de la confusion, promettaient un bain de sang prolongé. Au loin, un nouveau rugissement. Les premiers Mark IV Panzer émergeaient des haies, leurs canons de 64 mm pointés vers le cœur de l'invasion. Le désastre, né d'une petite déviation cartographique et d'un mot mal codé, s'enracinait plus profondément, menaçant de transformer la victoire alliée en un piège sanglant dont personne ne sortirait indemne. Les canons des Mark IV Panzer tonnaient comme des bêtes enragées, leurs obus de 75 mm BK-40 labourant les dunes d'Omaha Beach, où les survivants de la compagnie E se terraient, le cœur battant à tout rompre. Il était 08h15, le 6 juin 1944, et le sergent-chef John Reilly, le visage barbouillé de sable et de sang séché, serrait son Thompson. 45 contre sa poitrine, sentant la vibration des impacts faire trembler le sol comme un séisme. L'air vibrait d'une cacophonie infernale. Le crépitement des mitrailleuses Browning, 30 des Sherman qui ripostaient, les hurlements des blessés, et le sifflement des balles qui fendaient l'atmosphère saturée d'iode et de cordite. « Tenez la ligne, les renforts arrivent par la mer !» cria Reilly à ses hommes, une poignée de gaillards épuisés du 16e régiment, leurs uniformes kaki trempés collant à leur peau comme une seconde peau glacée. Vous imaginez la peur viscérale qui noue vos entrailles, le goût métallique du sang sur votre langue, tandis que Reilly jette un œil par-dessus un obstacle en acier tordu. Les Panzers, silhouettes trapues de la 21e division Panzer allemande, avançaient depuis les bocages, leurs chenilles broyant les haies et les corps abandonnés. À leur tête, le lieutenant Otto Brandt, un officier de la 3e compagnie du 125e régiment Panzergrenadier, scrutait l'horizon depuis sa tourelle, les jumelles vissées aux yeux. « Feu sur les tanks alliés, écrasez-les avant qu'ils ne s'organisent !» ordonna-t-il d'une voix rauque, couvrant le ronronnement du moteur Maybach HL-120 qui peinait dans la boue. Ces blindés, renforcés par des plaques de Schürzen pour contrer les bazookas, crachaient leurs obus, pulvérisant un Sherman DD qui flottait encore à moitié dans l'eau, envoyant une gerbe d'eau et de métal dans les airs. Mais l'erreur chaînée, ce largage dévié du Lancaster qui avait enflammé le dépôt allié, suivi du message radio corrompu par Jan Kowalski, avait semé un chaos qui profitait maintenant aux deux camps de manière imprévue. Sans les munitions explosives du stock détruit, les Américains improvisaient. Reilly et ses hommes lancèrent des grenades fumigènes pour masquer leur retraite, tandis que des sapeurs de la 1re division tentaient de miner les approches avec des explosifs C2 volés aux parachutistes. Un bazooka M11, l'un des rares survivants, cracha son projectile depuis un cratère, touchant un panzer au chenillon et le forçant à dévier, mais le tir rebondit sur l'armure inclinée, n'infligeant que des étincelles. « Merde, ces salauds sont blindés comme des coffres-forts !» jura le tireur, un gamin de l'Ohio nommé Eddie Klein, avant qu'une rafale de MP40 ne le fauche net. À l'intérieur des terres, près de la ferme réquisitionnée d'Aromanche, le major Erich von Kessler montait dans sa Kübelwagen, le moteur Volkswagen tout sautant sous la poussée. Le lieutenant Karl Heinz, grimaçant de douleur à son bras bandé, s'accrochait au siège arrière, un fusil Gewehr 43 calé sur les genoux. Air Major, les rapports de la Luftwaffe, des typhoons britanniques approchent. Si les Panzers ne percent pas Omaha maintenant, Rommel nous écorchera vifs.
dit Heinz, sa voix chevauchant les chaos des routes défoncées par les bombardements. Kessler, le visage durci comme le granit des falaises, alluma une cigarette, inhalant profondément pour chasser la fatigue qui lui rongeait les os. Il visualisait la carte mentale. La brèche initiale avait permis aux Américains d'établir une tête de pont, mais elle avait aussi dispersé ses propres forces, forçant la 352e division à combler les trous avec des unités improvisées, des conscrits polonais et des marins de la Kriegsmarine réaffectés au canon de marine SK C-34. La Kübelwagen slaloma entre les pommiers en fleurs, évitant un convoi de Halftracks SD KFZ 251 qui transportait des munitions 90 mm vers le front. Au passage, Kessler croisa Jan Kowalski, l'opérateur radio polonais, assis sur le bas-côté, le regard vide, son poste Enigma abandonné à ses pieds comme un fardeau maudit. « Toi, relève-toi et suis-nous. Ton erreur nous coûte cher, mais la guerre en a besoin, » grogna Kessler en passant, ignorant les larmes silencieuses du conscrit. Kowalski, un ancien ouvrier de Gdansk forcé dans la Wehrmacht, se releva en titubant, la culpabilité le dévorant comme un feu intérieur. Son décodage erroné, Rückzug, au lieu de Halten, avait propagé une panique qui, amplifiée par l'explosion du dépôt, avait laissé Omaha vulnérable. Et maintenant, elle attirait une contre-attaque qui pourrait sceller le sort de l'invasion. Sur la plage, Reilly mena une contre-attaque désespérée. Ses hommes rampant vers un panzer isolé avec des charges Bangalore, des tubes explosifs pour percer les barrières. Le tank allemand, commandé par un sergent nommé Klaus Weber, pivota sa mitrailleuse coaxiale MG-34, fauchant 2 Américains dans une gerbe de sang. Mais Reilly, profitant d'un instant de distraction, glissa une grenade sous le chenillon, l'explosion faisant sauter une chenille et immobilisant le blindé. « Prenez-le d'assaut, vite !» hurla-t-il, tandis que ses survivants, une dizaine désormais, arrosaient la tourelle d'une rafale de M1 Garand, forçant l'équipage à émerger, mains en l'air. Weber, le visage noirci, fut abattu sur place, son corps s'effondrant dans le sable ensanglanté. Pourtant, la victoire était amère. Sans renforts anti-chars adéquats, les Sherman alliés restaient exposés et un obus de 80 bis d'un canon PAC-43, dissimulé dans les dunes, pulvérisa un autre tank, projetant des flammes qui illuminèrent les visages horrifiés des assaillants. Dans le ciel, les Hawker Typhoon de la RAF, armés de roquettes RP-3 et de canons de 20 mm hispano, plongeaient en piqué, leurs moteurs sabres hurlant comme des banshees. Le pilote de tête, le squadron leader Mick Rossi, un Australien émigré, visa un Mark IV. Bingo! Feu! Les roquettes filèrent, percutant le blindé dans une explosion qui envoya des débris volés jusqu'aux vagues. Mais la Flak 36 allemande, servie par les hommes de Müller, riposta férocement. Un Typhoon touché, s'écrasant en boule de feu près de la pointe du Hawk, son pilote éjecté dans un parachute fumant. Vous sentez le vent de la mitraille, le choc des impacts, tandis que Rossi vire pour un second passage, ignorant que l'explosion initiale du dépôt avait révélé des positions radar Freya, guidant maintenant les chasseurs FW-190 vers le ciel normand. Kessler arriva au front est en fin de matinée, sautant de la Kübelwagen pour rallier Brandt près d'un bunker effondré. « Poussez! Les Américains faiblissent sans munitions !» ordonna-t-il, pointant du doigt les barges qui déchargeaient encore des troupes de la 29e division sous le couvert des destroyers USS Frankfurt et USS McCook. Les panzers avancèrent, broyant les obstacles, mais la brèche persistait. Des parachutistes de la 82e division, largués malgré le chaos, infiltraient les flancs, leurs fusils M1 et mortiers de 60 mm harcelant les Allemands. Müller, renforcé par des rescaptes, forma une ligne de résistance avec des mines S-mine 35 antipersonnelles qui explosèrent sous les pieds d'une patrouille américaine, semant la terreur. Heinz, à la radio, capta un message urgent de Rommel. « Engagez tout! La côte doit tenir !» Kessler hocha la tête, ordonnant un assaut final, mais au fond, il savait
L'erreur d'un navigateur britannique et d'un opérateur polonais avait créé un vortex de confusion, où chaque gain allié était payé en vie et où les renforts panzer, retardés par les ordres de Berlin, pourraient arriver trop tard. Sur Omaha, Reilly, blessé à la jambe, rampait vers l'arrière, sentant le sol trembler sous les chenilles ennemies. Les flammes du dépôt distant s'estompaient, mais leurs échos, ces brèches et contre-attaques, menaçaient de transformer l'invasion en un carnage sans fin, où une simple correction pourrait encore renverser la balance, ou l'engloutir complètement. Les obus des panzers déchiraient l'air comme des hurlements de damnés, leurs éclats incandescents labourant les dunes d'Omaha Beach, où les survivants de la compagnie E se repliaient en désordre, le souffle court et les poumons emplis de sable âcre. Il était 09h30, le 6 juin 1944, et le sergent-chef John Reilly, la jambe droite transpercée par un éclat de shrapnel, rampait sur les coudes, traînant son Thompson. 45 dans la boue salée. Vous sentez la brûlure cuisante de la plaie, le sang chaud suintant à travers le bandage improvisé, tandis que les cris de ces hommes, ces gamins du Midwest et du Sud, leurs casques M1 gisant abandonnés, se mêlent au rugissement des moteurs Maybach des Mark IV qui avançaient implacablement. Reculez vers les barges, ne les laissez pas percer. Beugla Reilly d'une voix rauque, couvrant le crépitement des mitrailleuses coaxiales MG-34 qui fauchaient les derniers fantassins exposés. Les chenilles des blindés allemands broyaient les obstacles hérissés, projetant des gerbes de terre et de membres arrachés, tandis que les Sherman M81 alliés, coincés dans les pièges de mines Tellermine 42, ripostaient faiblement avec leurs canons de 65 mm. Le lieutenant Frank Walsh, dans sa tourelle fumante, visa un panzer à 200 mètres. L'obus perforant toucha la plaque frontale inclinée, mais rebondit avec un clang métallique, n'infligeant que des étincelles inutiles. Sans les bazookas M91 du dépôt détruit, ces lance-roquettes censées percer l'acier à 150 mètres, les Américains improvisaient avec des fusils anti-chars M1 dont les cartouches de 37 mm peinaient contre les Schürzen protecteurs. Reilly, haletant, vit un de ses hommes, un caporal nommé Tom Reilly, ironie du sort, un homonyme de Brooklyn, se lever pour lancer un cocktail Molotov. La bouteille de fortune enflamma un chenillon, mais un tir de MP40 l'abattit avant qu'il ne touche le sol, son corps convulsant dans les flammes. À l'intérieur des bocages, le major Erich von Kessler, perché sur le flanc d'une Kübelwagen embourbée, observait la contre-attaque avec un mélange de triomphe et d'amertume, le vent portant jusqu'à lui l'odeur de caoutchouc brûlé et de chair calcinée. Le lieutenant Otto Brandt, commandant les Panzers, salua d'un geste sec depuis sa tourelle. « Herr Major, nous avons repoussé les Yankees de 300 mètres. La brèche se referme !» cria-t-il par-dessus le vacarme, son casque Stahlhelm luisant sous le soleil timide qui perçait la brume. Kessler hocha la tête, mais ses yeux, cernés de fatigue, fixaient l'horizon où des Hawker Typhoon de la RAF filaient bas, leurs roquettes RP3 filant comme des frelons enragés. L'explosion initiale du dépôt allié, née de la déviation cartographique du Lancaster, avait illuminé le ciel comme un signal divin, attirant les renforts de la 21e Panzer Division depuis Caen. Et le message radio erroné de Jean Kowalski avait transformé cette confusion en opportunité. Les unités dispersées s'étaient reformées en un point d'acier, frappant là où les Américains, affaiblis par le manque de munitions, ployaient. Pourtant, le désastre rampait dans les ombres. Kessler attrapa le combiné du radio-Feldfunk, sa voix tranchante couvrant les interférences. « À tous les postes, consolidez Omaha Est. Rommel ordonne la contre-offensive totale. » Mais au loin, près de Sainte-Mère-Église, les parachutistes de la 101e division aéroportée, largués dans le chaos nocturne, luttaient sans leurs grenades thermites et obus de mortier 90 mm du stock anéanti. Le colonel Robert Sink,
commandant le 506e régiment d'infanterie parachutée, rampait dans un fossé boueux, son M1 garant vide, ordonnant à ses hommes d'utiliser des baïonnettes et des charges de démolition artisanale contre les positions du 6e régiment Fallschirmjäger allemand. « Poussez! Sans explosifs, on les prend au corps à corps !» grogna-t-il. Sentant le sol trembler sous les canons de 105 mm Longtom qui bombardaient aveuglément, risquant des tirs amis sur les planeurs Waco écrasés. Dans les airs, au-dessus de la Manche, le capitaine Harold Thompson guidait un autre Lancaster du 617e escadron vers un second raid, les moteurs Merlin vrombissant comme un cœur affolé. À ses côtés, le lieutenant James Wilkins, hanté par son doute sur les coordonnées, cette minute d'arc fatidique, 49°21', au lieu de 49°20', relisait les rapports de la base de Biggin Hill. Capitaine, les nouvelles d'Omaha, avancées, mais des pertes inhabituelles. Nos bombes ont touché. Quelque chose, mais pas les batteries. Thompson, les mains crispées sur les commandes, secoua la tête. Guerre, Wilkins, des erreurs comme ça, on en fait tous, mais celle-là, elle coûte cher. L'équipage, encore marqué par la nuit précédente, le sergent Tommy Reilly en convalescence, son épaule bandée, scrutait le ciel zébré de traînées de condensation, ignorant que leur succès présumé avait privé les Alliés de 500 tonnes de munitions vitales, forçant une dépendance accrue aux navires de soutien, comme l'USS Augusta, dont les obus de 203 mm pleuvaient maintenant sur les falaises. Sur la plage, Reilly, porté par 2 de ses hommes vers une barge de secours, vit les Panzers reculer enfin sous l'assaut combiné des destroyers et des Typhoons. Un obus naval pulvérisa un Mark IV, envoyant une colonne de feu qui illumina les visages exsangues des survivants. Mais le prix était effroyable. La brèche exploitée avait sauvé des milliers de vies alliées au début, mais la contre-attaque allemande, nourrie par la confusion, avait transformé Omaha en un abattoir. Des corps flottaient dans les vagues, des Sherman en feu crachaient une fumée noire, et les Half-Track SD KFZ, 251 rescapés fuyaient vers les bocages, leurs mitrailleuses encore chaudes. Reilly, délirant de fièvre, murmura « Cette explosion ! Elle nous a donné une chance, mais regardez ce qu'elle a pris. » Ces hommes, une vingtaine sur les 100 embarqués, chargeaient dans les barges sous le couvert des fumigènes, tandis que les premiers renforts de la 29e division débarquaient, leurs fusils M1903 Springfield prêts, mais leurs sacs allégés par le manque de grenades. Kessler, retirant ses forces vers Vierville, arrêta sa Kübelwagen près d'un champ de pommiers calcinés. Le lieutenant Karl-Heinz, pâle, transmit un dernier message. « Air Major, Berlin confirme. La 12e SS Panzer arrive, mais l'invasion tient. Omaha est percée. Gold et Juno aussi. » Kessler écrasa sa cigarette sous sa botte, sentant le poids de l'échec. L'erreur d'un navigateur britannique et d'un opérateur polonais avait fissuré le mur de l'Atlantique, mais elle avait aussi rallumé une fureur allemande qui prolongeait le bain de sang. Jan Kowalski, traînant son poste radio, croisa le regard de Kessler. « Pardonnez-moi, Air Major, un mot, et tout a basculé. » Kessler ne répondit pas. La guerre ne pardonnait pas les mots. Au crépuscule, alors que le soleil saignait sur la Manche, les premières têtes de pont alliées s'affirmaient, mais à un coût monstrueux. 2400 morts sur Omaha seul, des parachutistes errants sans munitions, des tanks alliés cloués au sol. L'invasion avançait, mais le désastre de cette petite erreur, une déviation de 1,85 km et un code mal lu, avait ensanglanté la Normandie, transformant une percée en un vortex de sacrifices inutiles. Thompson, atterrissant à Biggin Hill, fixa l'horizon sombre. On a gagné la plage, mais à quel prix? Les échos des canons s'estompaient, laissant un silence hanté par les fantômes d'une nuit où une broutille avait déclenché l'enfer.